Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de motivation, d'implication et d'engagement. Même si cet après-midi, vous en avez beaucoup entendu parler et du coup, je vais essayer de vous faire une synthèse de tout ce qui s'est dit, de tout ce qu'on pourrait dire peut-être encore, et puis 15 minutes ne suffiront pas parce que c'est un sujet tellement énorme. Pourquoi finalement ce sujet nous intéresse-t-il ? Eh bien, il nous intéresse parce qu'effectivement, comme on vient de vous le dire, il y a quelque chose qui se joue dans les organisations d'aujourd'hui. Le monde change, elles ont besoin de plus en plus d'être réactives, de plus en plus d'innover, de plus en plus de trouver des solutions nouvelles. Et forcément, elles changent aussi de plus en plus souvent de stratégie. Vous savez, le temps où on avait une stratégie pour 10 ans, là, c'est bien fini. Et pour ça, bien évidemment, elles ont besoin de se reposer sur des gens qui seront motivés, engagés et performants. Pourquoi ? Parce que comme on l'a aussi dit tout à l'heure, si les gens font juste la tâche qu'ils ont à faire, on ne va pas aller bien loin. Et que finalement, l'acteur au travail, il a le choix entre mettre le dossier dessous quand il l'embête ou le mettre dessus, traiter cette nouvelle information, résoudre le problème parce que les procès sont tout prévus, sauf évidemment ce qui va arriver là juste maintenant. Et évidemment, à ce moment-là, le collaborateur, quel qu'il soit, il va choisir. Alors, pour faire ce petit tour, on va aller regarder un petit peu ce qu'a fait la psychologie, ce qu'a fait la sociologie, et notamment la sociologie des organisations, ce que disent les théories du management, du leadership, comment tout ça, finalement, travaille autour de la performance de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que la motivation ? Alors, comme on l'a vu très très justement avec M. Fradin ce matin, ou tout à l'heure plutôt d'ailleurs, c'est pas une question simple. Et c'est même pas une question à laquelle on peut apporter une vraie réponse. Alors, c'est pas ça, on est d'accord. En quelques mots, si j'essaie de vous résumer tout ce qui s'est dit sur toutes les théories qui ont vu le jour depuis quelques années, même d'ailleurs pratiquement plus de 50 ans maintenant, on sait qu'il y a quelque chose qui tourne autour des besoins. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow, sauf on sait aussi que c'est pas parce qu'on a satisfait des besoins qu'on est motivé. Bon. La théorie de satisfaction insatisfaction nous a simplement permis de prendre conscience que c'est pas parce qu'on n'est pas insatisfait qu'on est satisfait. Alors comme on ne sait pas trop s'il y a un rapport entre la satisfaction et la motivation, vous voyez déjà que c'est compliqué. On sait qu'il y a quelque chose effectivement qui tourne autour de la personnalité, vous l'avez bien souligné Jacques Fradin tout à l'heure. Il y a quelque chose aussi qui tourne autour de ses propres valeurs. Alors les deux étant un peu innés, un peu construits. Bon. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui tourne autour des buts, des objectifs qu'on se fixe, sachant qu'a priori, la difficulté motiverait. Bon. Il y a quelque chose qu'on sait, et c'est pas d'hier. En revanche, les organisations ont tendance, bizarrement, à l'oublier. C'est que le levier financier, la carotte, vous savez, n'est pas un levier de motivation. C'est pas d'hier, hein. C'est-à-dire que la psychologie travaille sur ces sujets-là depuis les années 40, depuis qu'on essaie de comprendre comment le cerveau essaie de régler un problème complexe. Ça peut être un levier pour un problème pas complexe. Mais le problème qu'on a lors d'aujourd'hui dans les organisations, c'est que l'acteur au travail, quel qu'il soit, est devant un choix. Donc, ça fait maintenant, depuis les années 60, depuis les études et les recherches de Glasberg, que l'on sait que l'incentive, la carotte, ça ne fonctionne pas quand l'individu a à gérer quelque chose de plus compliqué à gérer. Ça ne marche pas. On sait même plus, on peut même aller beaucoup plus loin depuis les expériences qui ont été faites par le Massachusetts Institute of Technology, qui sont beaucoup plus récentes. C'est qu'on sait que ça fait pire. C'est-à-dire, on sait que ça a un résultat négatif sur la performance. En fait, ça bloquerait le cerveau. Je vous la joue un peu en raccourci. C'est-à-dire que de se focaliser sur l'argent empêche les gens d'être créatifs, innovants, réactifs.
C'est dommage parce que c'est ce qu'on leur demande. Donc on est un peu embêté quand même. D'après ce que nous disent un certain nombre d'études, alors vous allez me dire c'est aux États-Unis. Alors je vous rassure, les mêmes ont été faites en France et en Europe. Ce qui arrive en premier, c'est ce fameux sentiment d'accomplissement personnel. C'est-à-dire comment finalement, moi en tant qu'acteur au travail, j'ai le sentiment de faire quelque chose qui me concerne, où j'apporte quelque chose de moi et qui m'apporte aussi quelque chose. Ça a quelques implications ou quelques conséquences. Ça veut dire que pour s'accomplir, il faut qu'on ait cette fameuse liberté dont on parlait aussi tout à l'heure, que là j'ai résumé en disant que quelque part, il y a quelque chose qui se joue de l'autonomie de la personne. Comment on peut s'accomplir si on n'a pas quelques marges de liberté? C'est comment finalement je trouve du sens, je comprends le pourquoi je fais les choses. Le fameux why des Américains. Vous voyez, chez Apple, par exemple, tout le monde sait pourquoi il est là. Il est là pour simplifier l'informatique auprès des utilisateurs. Et ça depuis le début. C'est ce fameux why qui fait que cette entreprise a traversé toutes les époques et toutes les crises. Parce que chaque collaborateur sait pourquoi il est là. Fondamentalement, il sait pourquoi il est là. Et puis, on sait aussi que finalement, l'être humain, il a besoin de ce sentiment de progression, ce sentiment d'apprendre, ce sentiment, cette impression de faire des progrès, de s'améliorer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les organisations d'aujourd'hui? La sociologie des organisations nous donne un chemin. Alors, on sait qu'on ne peut pas motiver quelqu'un. Ça n'existe pas. On devrait d'ailleurs retirer cette expression du langage commun. On ne motive pas quelqu'un. On met des conditions qui vont permettre à quelqu'un éventuellement d'être motivé et surtout, on va mettre des conditions qui vont permettre à la personne de s'impliquer. Parce que le résultat de la motivation, en fin de compte, c'est l'implication. Alors, pour nous aider, là, aujourd'hui, je vous ai mis 3 conditions nécessaires à l'implication. La cohérence. Vous allez me dire, ça va sans dire. Alors, vous allez faire un petit test demain dans votre boîte. Hein. Vous mettez votre top management ou vos managers autour d'une table avec une feuille blanche. Vous leur demandez de vous écrire la stratégie de l'entreprise. Et déjà, vous allez voir si tout le monde dit la même chose. Alors, après, vous voyez ce qui peut se passer quand on arrive au management de proximité. Donc, la question de la cohérence est une question assez fondamentale dans les organisations d'aujourd'hui. La réciprocité. Je m'implique dans quelque chose quand quelque chose s'implique pour moi. Une étude qui a été faite en 2009 dans les Échos traduit assez bien ça. Demande un peu aux gens quels sont leurs leviers de motivation. Les 20-30 ans, le levier de motivation qu'ils citent, c'est la participation à des projets intéressants et ça arrive à 70%. Les 30-40 ans, leur levier de motivation, c'est l'évolution de la carrière. Comment finalement je me sens considérée dans mon évolution de carrière. Et puis pour les plus de 40 ans, à 70%, c'est la considération finalement que j'ai au quotidien dans mon entreprise. Donc se joue là quelque chose de la relation entre l'individu et l'organisation qui est de l'ordre du donnant-donnant. On a parlé de don, oui, don contre don, c'est sûr. Et puis l'adhésion, qu'on pourrait aussi traduire en appropriation, comment le collaborateur s'approprie l'entreprise. L'adhésion, c'est aussi le moment où il y a quelque chose qui se passe entre mes valeurs et les valeurs de l'entreprise. Un match là, un match pas si facile que ça. Et puis c'est aussi comment finalement je comprends le fameux why, le fameux pourquoi, le sens, l'objectif. Est-ce que je comprends la stratégie? Est-ce que je sais exactement où je vais? Parce qu'évidemment, si je ne sais pas, je vais avoir un petit peu du mal à m'approprier. Ça, c'est sûr. Alors, en fin de compte, qui est, à l'heure d'aujourd'hui, le véhicule de ces 3 conditions? Le management. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le management. On s'attend à ce que l'organisation, quelque part, est représentée par son management et on s'attend à ce que le management porte ces 3 conditions. Or, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que, comme le souligne cette enquête,
nous voyons se dessiner les contours d'une crise managériale de grande ampleur, car nous avons besoin de leadership. 85% des salariés veulent en savoir plus, demandent d'abord de développer des liens. Alors on en revient à la question du lien social, que je trouve très pertinente et très intéressante, car elle est fondamentale. Ils veulent du lien, ils veulent comprendre pourquoi ils sont là, ils veulent savoir pourquoi ils sont là. Alors de quel leadership on parle ? 85% des dirigeants, suivant la dernière étude de Deloitte, estiment qu'un nouveau modèle de leadership est complètement essentiel et nécessaire face à un environnement complètement mouvant par rapport aux anciens modèles de leadership. Donc il y a déjà quelque chose que l'on voit qui va être en rupture, un nouveau leadership. Moi je l'appelle le leadership paradoxal, parce que contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'est pas un leadership de type, voilà, j'ai une idée, je vais jusqu'au bout de mon idée, je n'en démords pas, et puis qui m'aiment me suivent, et puis je vais faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui m'aiment et qui me suivent. Et, voilà, parce que j'ai du charisme et que j'ai beaucoup de chance et que quelque part, voilà, je vais entraîner des gens. Non. Ce leadership-là, il est dépassé. On va demander aux managers d'être des managers leaders avec un leadership complètement différent. Un leadership qui nécessite effectivement qu'on entraîne les gens, mais parce qu'on s'adapte. C'est pas parce que les gens viennent parce que c'est eux qui s'adaptent, mais c'est le leader qui s'adapte. Et il s'adapte à quoi ? Il s'adapte aux situations, un peu d'ailleurs telles que des gens comme R.C. Blanchard nous ont appris à le faire en management situationnel. Ils nous ont dit, adaptez-vous à la maturité de vos collaborateurs. Mais ça ne suffit pas. Pas que la maturité des collaborateurs aujourd'hui. Ça ne suffit pas. Il faut s'adapter au monde dans lequel on vit, il faut s'adapter à l'organisation. Le leadership chez X ne sera peut-être pas de même nature à un certain moment que le leadership chez Y. Donc ce qu'on demande aujourd'hui aux managers leaders, c'est une vraie capacité d'adaptation. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas simple. Ça lui demande sans arrêt des remises en question. Le leader aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui est assis dans sa position. C'est quelqu'un qui se pose des questions. Rien à voir avec ce qu'on a connu il y a même que 30 ou 40 ans. Il va devoir gérer quelque chose et un équilibre assez compliqué entre ordre et désordre, parce que quelque part, c'est un peu dans le désordre qu'on foisonne, qu'on est créatif, qu'on prend des risques. Donc quelque part, il va avoir tendance à être un peu entre deux chaises, lui aussi, entre de l'ordre, parce que je suis dans une entreprise, une organisation, et puis les marges d'autonomie que je dois laisser. Et puis bien sûr, il doit gérer et animer des relations. Oui, il doit gérer le lien social. Oui, il doit permettre aux individus d'avoir leur territoire d'expression. Oui, c'est quelqu'un qui est garant de cette possibilité-là, que chaque acteur de l'entreprise doit et peut s'exprimer et dire quelles sont ses idées. Alors le triptyque de l'engagement, pour conclure, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se joue entre la motivation de l'individu, qui est quelque chose d'assez personnel, d'assez instable aussi, c'est pas quelque chose de constant dans sa vie. Quelque chose qui va se jouer avec son lien avec l'organisation, avec la relation que l'organisation met en place avec lui, et puis quelque chose aussi dans lequel les leaders, les managers leaders ont une vraie responsabilité avec un leadership qui est véritablement différent de celui que l'on a pu connaître dans les temps passés. Et puis, je vais conclure avec cette petite phrase que j'aime beaucoup, même si elle fait partie d'un leadership ancien, on va dire, puisque c'est Eisenhower. Le leadership, c'est l'art de faire faire à quelqu'un quelque chose que vous voulez que vous voulez voir fait, parce qu'il a envie de le faire. Alors, cette petite phrase, elle pose une question que je trouve intéressante, c'est quoi l'envie, c'est quoi le désir ? C'est un sujet qui m'interpelle toujours. J'ai eu l'occasion d'un petit peu l'effleurer dans mon livre Gagner en impact. Et si vous souhaitez, on peut toujours en discuter sur le lounge, parce qu'évidemment, la question du désir est une question extrêmement compliquée. Et là, en 15 minutes, je crois que ça ne serait pas possible. Mais en revanche, la question du désir repose dans l'organisation la question des émotions. Ça, c'est certain.
Donc le leadership et le manager, le leader de demain, ne peut pas faire abstraction de cette dimension-là. C'est pas possible. Le monde change. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Nous, dans les organisations, on change comment? Pour faire quoi? Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Et qu'il nous appartient à nous tous de participer à ces changements. Merci beaucoup.